Bonjour, prenez place donc pour une conférence qui va être donnée par Georges Dewey, qui est un spécialiste des marques. Il a commencé, si j'ai bien compris, par des études littéraires, qu'il a doublé ensuite par des études moins classiques de marketing, plus modernes, je dirais, qu'il a amené à devenir un spécialiste reconnu de l'histoire, de l'évolution, de la vie des marques, de leur naissance à leur mort, et peut-être de temps en temps à leur résurrection. Donc voilà, il va nous entretenir pendant 30 minutes à peu près. Et puis après, nous aurons une petite séance de questions. Et enfin, j'aurai le plaisir d'essayer de synthétiser la pensée de M. Dewey. Lorsque Laurence Honorat m'a donné le thème, le hasard, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ce thème par rapport au marketing et par rapport aux marques? Autant les gens dans la science s'interrogent sur ce type de sujet très fréquemment, et quasiment, je dirais, la moitié du congrès Time World porte sur l'univers, le hasard. Est-ce qu'on est là par nécessité, par hasard ou par je ne sais quoi? Autant en marketing, a priori, on ne se pose pas du tout ce type de questions. Donc, hasard et marketing, a priori, ça n'a strictement rien à voir. Je suis un spécialiste des marques et du marketing. J'ai écrit une bonne quinzaine de bouquins, dont en particulier tout le travail entre les marques et les mythes. Autrement dit, ce parallèle entre des représentations qui existent dans la tête des gens depuis longtemps et ce que le commerce, le marketing en a fait. Mon dernier bouquin porte sur l'art de se la raconter, c'est-à-dire en fait comment on raconte une histoire quand on veut se faire embaucher, quand on veut se faire des amis, et comment un petit peu on se la raconte soi-même, puisqu'au bout d'un moment on finit par croire à nos propres narrations et à nos propres histoires. J'en profite pour vous dire que demain soir, il y aura ma pièce de théâtre Bovary 21 qui va être présentée, qui est mise en scène par Francis Siège, qui est un des plus prodigieux metteurs en scène, en particulier universitaires, que je connaisse et qu'on puisse rencontrer. Venons-en à notre thème d'aujourd'hui. Sur le marketing, c'est assez simple. Prenons sa définition, celle qui a été donnée en particulier dès le départ en 1932, et qui consistait à dire le marketing, au travers de ses études et de sa recherche, établira pour l'ingénieur et la personne en charge de la planification et de la production ce que le client recherche dans un produit donné, quel prix il est prêt à payer et quand et où il est prêt à l'acheter. Autrement dit, le marketing, c'est génial. On fait une bonne étude de marché et on apporte au consommateur le bon produit au bon moment. Et donc, à partir de ça, et au bon prix, donc à partir de ça, il n'y a pas de gaspillage. Tout ce qu'on va fabriquer, finalement, sera utilisé et sera acheté au bon prix. Alors ça, c'est la définition, c'est l'idéal, et c'est ce que ça devrait être. Alors au quotidien, on voit que c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que nos placards sont quelquefois, je dirais pas toujours pleins, mais en tout cas, il y a une partie des produits dans nos placards qu'on utilise assez peu, qui nous servent pas à grand-chose. Donc on peut se dire, le marketing s'est un petit peu trompé, quelque part, où le consommateur s'est trompé, mais en tout cas, il y a un truc qui n'a pas très bien marché dans cette affaire. Donc, ça, c'est le marketing. Il y a 3 types de marketing, je passe ça rapidement pour vous qui le savez, il n'y a pas de souci, mais pour quelques néophytes éventuellement, il y a le marketing d'études, donc on va analyser en effet quel va être le bon produit au bon moment, au bon prix pour le consommateur. Il y a le marketing opérationnel, c'est-à-dire que globalement, il y a le nom, l'étiquette, le packaging, il faut bien les fabriquer, la publicité, il faut bien fabriquer tout ça. Eh bien, c'est le marketing opérationnel. Et il y a une troisième partie qui est la partie la plus noble et la plus récente du marketing, c'est le marketing stratégique. Et on voit très bien au travers aujourd'hui de grandes sociétés qui sont en train de se chercher, prenons les opérateurs de téléphone ou prenons les chaînes de télé,
Hein, on voit bien avec Canal+, aujourd'hui, que finalement, ils se posent la question si dans 10 ans, ils seront toujours là. Hein, c'est du marketing stratégique où là, on se dit vers quel type de métier, vers quel type de produit il faut aller pour survivre demain matin. Donc, le marketing, c'est fait pour encadrer et a priori, il n'y a pas de place du tout au hasard. Le hasard, alors j'ai pris ça sur les définitions de base, mais dans ce congrès, on a dû vous en donner de bien meilleurs. C'est une puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. C'est un événement non lié à une cause, c'est un imprévu. Alors, je vous ai dit d'un côté, le marketing, il prévoit tout. Hein, il va savoir, vous, monsieur, quel type de produit vous pouvez acheter, à quel moment, à quel prix et pourquoi. Hein. Et le hasard, c'est le contraire. Vous passez devant un magasin, vous aviez aucune idée d'acheter ce type de produit et vous risquez de l'acheter. Donc, globalement, c'est deux éléments absolument opposés. D'un côté, l'imprévu, et de l'autre côté, tout prévoir pour ne pas faire d'erreur, hein, pour ne pas se tromper globalement. Et pourtant, je vais essayer de vous montrer que finalement, nous avons pratiquement que des rencontres improbables dans cette affaire. Donc, dans les rencontres improbables, la première, vous avez tous entendu ou beaucoup entendu parler du cygne noir. C'est le truc qu'on n'avait pas prévu, si vous voulez, ni dans la vie. Hein, on l'a vu récemment avec le Covid ou la Covid, puisque personne n'avait prévu cette affaire. Hein, et ça a permis de redécouvrir le professeur Raoult, dont on a parlé tout à l'heure, si vous voulez. Et en fait, le marketeur prévoit, et des fois, l'ingénieur se gourre. Et on a plusieurs exemples comme celui-ci. Alors, celui que je cite souvent, c'est le post-it, où l'ingénieur, si vous voulez, se trompe de type de colle. Et finalement, après, il s'aperçoit que c'est un truc extraordinaire, que cette erreur a créé un truc extraordinaire, puisqu'en fait, c'est une colle qu'on peut décoller, recoller, décoller. Donc, il avait oublié un ingrédient dans la colle, si vous voulez, et là, il nous a créé un produit extraordinaire. J'ai moi-même participé à la saga de Biafine, qui est un produit que vous connaissez sans doute, qui est un anti-brûlure, si vous voulez. Et en fait, celle qui a créé Biafine, c'était une dame bon chic, bon genre, qui, il y a 30 ans, 40 ans, fabriquait sa cosmétique et qui était en quelque sorte écolo avant la lettre, puisqu'elle fabriquait ses propres produits de cosmétiques alors qu'elle était quasiment toute seule. Aujourd'hui, c'est devenu presque une norme, si vous voulez, mais elle était quasiment toute seule. Elle fabrique son produit pour sa crème de soir et en même temps, elle fait la cuisine, elle se brûle. Machinalement, comme la biafine était blanche, machinalement, elle trempe sa main dans la biafine. Hein, parce que ça ressemblait à de l'eau, parce que c'est ce qu'on a en tête, si vous voulez, quelque part. Et alors, le soir, elle s'aperçoit qu'il n'y a plus de brûlure. Alors, le lendemain, elle recommence. Hein, et elle s'aperçoit le lendemain soir, de nouveau, qu'il n'y a plus de brûlure. Alors, à partir de ça, elle ne va pas pousser le vice jusqu'à se brûler tout le corps tous les jours de l'année, mais ce qu'elle fait, elle passe ça à des amis chimistes, à des pharmaciens, et là ils s'aperçoivent qu'elle a inventé un truc extraordinaire. Et c'est au moment où on soignait en France le cancer par radiothérapie, ce qu'on continue de faire, mais c'était encore plus violent que ça ne l'est aujourd'hui, et donc les gens étaient complètement brûlés. Et ils passent des tonneaux entiers, ils étaient sur Marseille à l'époque, ils passent des tonneaux entiers à l'hôpital de la Timone, qui finalement, ça adoucit beaucoup, si vous voulez, ces souffrances et ces brûlures des malades, si vous voulez. Et c'est comme ça que de cette crème de beauté qu'elle se fabriquait elle-même, c'est devenu un médicament et que le gouvernement, pour qu'elle puisse fournir ça à tous les hôpitaux, lui a donné ce qu'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur le marché, si vous voulez. Donc, si vous voulez, on voulait faire quelque chose et finalement, on a fait autre chose ensuite. Donc, c'est bizarre, si vous voulez, mais ça arrive déjà. Le deuxième élément qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est que, en fait,
Le marketeur analyse, va prévoir, interroge les consommateurs, et les consommateurs disent, prenons l'espace. Monsieur Schweitzer, qui était le patron de Renault à l'époque, se dit, mais il y a de plus en plus de grandes familles, on ne sait pas où les mettre, et quand on a 5 gosses, il n'y a pas de place, ou 4 gosses, il n'y a pas de place dans la voiture, donc il faudrait une voiture qui soit un peu plus grande, qui soit une manière de fourgonnette. Donc, ils conçoivent l'espace de Renault, la fourgonnette en quelque sorte, et là-dessus, ça passe dans le service marketing. Et tous les consommateurs disent, nous, on n'ira jamais se promener en bétaillère. Mais Schweitzer, qui est un peu têtu, puisqu'il est toujours vivant, même s'il n'est plus chez Renault, dit, j'y crois quand même, on va faire quand même une petite série, et ça a été un succès extraordinaire. Ça a été un succès tellement extraordinaire que ça a donné à Renault sa signature, qui était longtemps sa signature, de voiture à vivre. Puisqu'en fait, si vous voulez, on mettait toute la famille et que finalement, on pouvait vivre complètement là-dedans. Il s'est passé exactement la même chose avec l'iPhone, que vous connaissez bien, de notre ami Steve Jobs et de Apple. Où, à un moment, Steve Jobs dit, on devrait pouvoir, dans un téléphone, certes téléphoner, mais prendre des photos et également recevoir ses emails. Alors là, les services marketing entrent en jeu, et quand ils entrent en jeu, ils disent « mais personne ne veut recevoir d'emails sur son téléphone ». Les gens, ils ont un ordinateur, ils reçoivent le mail chez eux, ça leur va bien, le soir, ils y répondent. Ils n'ont pas besoin d'avoir ça sur le téléphone, parce que ça va être trop petit, parce qu'on ne pourra pas lire, parce qu'on ne saura pas répondre, parce que, etc., si vous voulez. Sachant que, je crois qu'il faut retenir ça, les consommateurs ne savent pas imaginer les choses. Et ce n'est pas leur job. Le job d'un consommateur, c'est d'acheter ou de ne pas acheter, mais ce n'est pas d'imaginer, si vous voulez. Et chaque fois que les gens d'études s'imaginent qu'en interrogeant les consommateurs, ils vont avoir le produit du futur, ils se trompent complètement. Donc, le deuxième élément, c'est que finalement, l'entreprise possède juridiquement une marque, mais c'est le consommateur qui en fait complètement ce qu'il en veut, ce que j'appellerais sa story. Et c'est ce que disait un des patrons d'Unilever en disant « Je suis un peu désespéré parce que juridiquement, on a des marques qui sont très fortes, qui valent très cher, mais finalement, c'est le consommateur qui décide que cette marque elle peut faire tel produit, elle ne peut pas faire tel produit. Et là, globalement, on est un peu paumé dans cette affaire. » Alors, le troisième élément, où en effet, il y a un hasard. Alors, c'est un peu moins de hasard quand même, mais enfin, il y a quand même une part de hasard qui est intéressante, c'est quand les publicitaires veulent être créatifs. Alors là, normalement, si vous voulez, une agence de communication est là pour informer sur un produit et faire comprendre ce qu'est un produit. Je vais vous donner un exemple qui m'avait absolument frappé parce que ça a été un des échecs retentissants en France. Est arrivé en France, alors c'était la banque qui s'appelait Egg, à l'époque, qui était reprise par d'autres, est arrivé en France le système du cashback. Alors, le système du cashback, c'est en fait, vous achetez avec votre carte bancaire de la banque en question, et chaque fois que vous achetez, vous avez une petite ristourne, et à la fin du mois ou à la fin du trimestre, vous avez une soulte qui vous est remise. Et donc, pour exprimer ça, la banque avait choisi une agence qui était d'ailleurs de publicité, qui était d'ailleurs dirigée par un de mes bons copains, et qui a une idée, c'est de dire généralement, quand vous dépensez, vous avez l'impression d'avoir perdu des sous. Eh bien, avec nous, quand vous dépensez, vous allez gagner des sous. Et donc, c'est contre une idée reçue. Et donc, il balance à la télé une dizaine d'idées, si vous voulez, contre les idées reçues, dont la plus forte était celle qu'un chat
retombe toujours sur ses pattes. Alors pour montrer que c'était faux, que c'était une idée reçue et que c'était faux, ils avaient balancé un pauvre chaton du 6e étage qui naturellement s'est écrabouillé par terre. Et si, c'est vrai. Et donc il y a eu un tollé naturellement de la SPA, des spectateurs, enfin, etc. Et le projet est mort immédiatement. Mais c'est exactement la même chose qui est arrivée avec Benetton, qui a utilisé, donc où le slogan c'était United Colors by Benetton, donc si vous voulez, le fait que toutes les couleurs se retrouvaient, parce qu'ils avaient beaucoup de couleurs de pull vert, mais toutes les couleurs des peuples, des gens, du monde, etc. Et donc, ils ont confié à un photographe plutôt génial italien qui s'appelle Toscani, et qui a fait, entre autres, si vous voulez, cette publicité, il y en a eu d'autres, où on voit un imam embrasser le pape. Et donc, ils ont perdu quasiment, je dirais, tous les points de vente en pays musulmans et quasiment tous les points de vente en Amérique latine, si vous voulez. Et donc, ça a été un vrai flop, si vous voulez, qui avait été fait. On cite souvent la R14, si vous voulez, de Renault, qui avait une forme plutôt élégante et où l'agence de publicité a eu l'idée de mettre ça dans une poire. Et donc, les gens, ça y a eu un buzz, en quelque sorte, en disant on nous prend pour des poires quand on a une R14. Et c'était également un flop, si vous voulez, qui a été développé. Alors, quelquefois, c'est de la chance à pas de chance. Et c'est vraiment, alors on a tout prévu. Festina, en 98, donc qui est une marque de montre, décide de venir en France et de faire un grand coup. Alors, pour faire un grand coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent on va avoir une équipe sur le Tour de France. Manque de peau, le patron de l'équipe, il dopait ses joueurs et il s'est fait gauler, il s'est fait prendre, si vous voulez. Et donc, le lancement était plutôt loupé. Mais en fait, et c'est là où des fois le marketing est un peu dramatique, j'avais été beaucoup interrogé en tant que spécialiste des marques par les médias en disant, voilà, Festina, il voulait se lancer, il marquait un grand coup, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, bon, ok, monter en notoriété, ils vont être pas connus, puisque tout le monde en parlait toutes les minutes, mais l'image est complètement dégradée. Je pense que c'est un peu loupé pour leur lancement en France. Et je crois 4 ou 5 ans après, je suis le soir dans une soirée, et je faisais une conférence et il y a un moment, il y a un monsieur qui s'approche de moi en me disant, voilà, je suis monsieur, je ne sais plus comment, je suis le patron de Festina, je veux dire, enchanté. Georges Léoui, il me dit, mais je vous connais bien. vous aviez dit plein de trucs sur les médias quand on avait lu l'histoire. Je dis oui, alors je me fais plus petit que je ne suis. Et en fait, il me dit, je vous en veux pas du tout, mais vous êtes trompé complètement parce qu'on a fait des ventes extraordinaires. Ce qui est quelquefois désespérant du consommateur, si vous voulez, où finalement on s'était dit il y aurait une mauvaise image, mais en fait il a décorrélé le fait de la montre, et puis du dopage de l'autre côté. Alors quelquefois, il y a des histoires curieuses en marketing. Gap, qui se portait pas très bien il y a une petite dizaine d'années, décide de changer de logo et en tout cas de faire participer ses consommateurs à ce changement de logo. Et donc, il demande à une agence d'écrire un nouveau logo. Donc, l'ancien logo, c'est le carré qui est bleu, et le nouveau logo, celui qui est à côté ou celui qu'ils ont proposé. Ils proposent ça à leurs consommateurs qui disent « mais il est nul, votre logo », ils le rejettent, etc. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils avaient fait un logo nul pour, en effet, que leurs consommateurs réagissent. Mais c'est sans doute parce que je suis un peu tordu, parce que eux n'ont jamais dit ça. Alors, il y a l'histoire de la blague Carambar, qui était une blague de mauvais goût, si vous voulez, qui avait fait arrêter les blagues chez Carambar. Alors, ils sont revenus dessus depuis, qui était la fameuse blague « Qu'est-ce qu'un légume rigolo ?» Je dirais même un légume, c'est un chou-marreur. Et donc, ça a fait rire, je suppose, que celui qui a fait la blague. Et donc, ça avait fait arrêter, un véritable scandale, et ça avait fait complètement arrêter. Alors, quelquefois, en fait, les marques sont victimes de leur hubris, de leur démesure. Elles en ont jamais assez.
Et comme elles en ont jamais assez, alors Chevignon, il y a 30 ans, réussite extraordinaire, du type Nike, du type Adidas, si vous voulez. Donc ils se disent, il y a un marché, on me sollicite sur un truc qui est la cigarette, il y a beaucoup d'argent à faire, j'y vais. Et là, ça a cassé la marque tout net. Globalement, elle a quasiment disparu. Elle essaye de se poursuivre avec quelques éléments, mais elle a quasiment disparu. Mais plus étonnant de la part de Danone. Vous savez qu'en marketing, il y a une paroi étanche entre l'alimentaire et la beauté. C'est-à-dire des gens qui font de la beauté ne peuvent pas faire de l'alimentaire et des gens qui font de l'alimentaire ne peuvent pas faire de la beauté. Mais un jour, Danone, si vous voulez, dans son hubris, sa démesure, en se disant, attends, il y a un marché majeur où on gagne beaucoup de sous et plus que dans l'agroalimentaire, c'est la beauté. L'Oréal, ils sont plus riches que nous. Et donc, à partir de ça, on va faire un yaourt qui rend plus beau. et c'était SN6 et ça n'a pas marché du tout, si vous voulez. Et depuis, ils sont restés dans le yaourt à manger, qui fait du bien peut-être à l'intérieur, mais qui n'a pas d'éléments. Alors, le dernier truc qui était, c'est cette affaire de Dasani que vous avez peut-être vaguement suivi parce que ça a été météorite. Coca-Cola vend des soft drinks, des boissons sucrées. Les gosses aujourd'hui, les adultes, mais les gosses aussi, ils boivent que de l'eau. Quelquefois avec de l'alcool, mais quand ils boivent pas d'alcool, c'est que de l'eau et c'est pas tellement de sucre. Donc ils décident de faire une marque d'eau. Mais ils ne veulent pas transporter de l'eau, parce que dans l'eau, si vous voulez, quand vous prenez une bouteille d'Evian, qui est à Evian et que vous l'emmenez à New York, vous avez $1,50, si vous voulez, de transport par kilo, donc par litre ou par bouteille, si vous voulez. Et donc, ils ne voulaient pas passer par là. Donc, ils ont dit, on prendra des sources locales, ce qui était pas mal. C'est ce que fait Cristalline. Cristalline, c'est très intelligent, puisqu'en fait, c'est une marque unique, mais c'est des sources qui sont toutes à 50 km du lieu de consommation. Mais alors, en Angleterre, ils font un truc extraordinaire. Ils prennent de l'eau de la Tamise, ils la nettoient, certes, ils prennent de l'eau de la Tamise. Alors, quand ça s'est su, je ne vous dis pas le scandale qu'il y a eu. Alors, en même temps, ils devaient lancer Dasani en France, qui, paraît-il, là, était une source, de ce que m'a dit mon ami qui travaille chez Coca, qui est un des patrons de Coca, mais globalement ça a tué puisque le lancement de la marque en UK et en France devait être en même temps. Alors, toujours pour rester sur Coca et en guise de, je dirais, dernier élément pour vous montrer que finalement, il y a presque que du hasard en marketing, contrairement à la définition originelle qui était donnée, c'est cette affaire de Coca et de leurs produits. Le premier produit, toujours à la recherche de la pureté de l'eau, Coca crée un Coca transparent. Ça n'a jamais marché. Et il y a eu des études marketing à n'en plus finir, où une partie des gens disaient c'est génial comme ça, on ne saura pas que je bois du sucre, ils vont penser que je bois de l'eau, etc. Mais en même temps, j'aurai ma dose de sucre, tout ira très bien, etc. Ça n'a jamais marché. Mais ça, c'est rien à côté de New Coke. New Coke, c'est il y a une vingtaine d'années. Donc, la grande bataille à l'époque, c'était Coca contre Pepsi. Et donc, en particulier aux USA, les consommateurs, quand on leur montrait une bouteille de Coca, une bouteille de Pepsi, ils achetaient Coca, en majorité, 60-40, globalement. Mais quand on leur faisait goûter ce qu'on appelle en blind test, c'est-à-dire en leur faisant pas voir quelle était la marque, ils préféraient Pepsi. Et donc, il y avait des études comme ça très régulièrement. Et alors, Pepsi, vous savez qu'aux USA, on a le droit de la pub comparative. Et donc, Pepsi, très régulièrement, en pub à la télé, disait, voyez, c'est pas la peine d'acheter Coca, puisque vous dites vous-même que vous préférez Pepsi. Donc, achetez Pepsi tout de suite et n'achetez pas Coca. Donc, ils interrogent 10 000 consommateurs sur le meilleur goût possible. Et ils trouvent le meilleur goût possible qui convient le mieux aux consommateurs américains. Le fameux New Coke. Ils lancent ça avec une campagne extraordinaire et globalement, c'est un flop. Il y avait tout, le marketing avait tout prévu. Et c'est un flop. Pourquoi ? Parce que vous et moi, même si le Coca est peut-être moins bon que Pepsi,
Mais globalement, on est habitué au goût de coca et on n'a pas du tout envie qu'on nous change le goût de notre coca quelque part, si on est buveur de coca, pour ceux qui ne le sont pas, c'est un autre sujet. Je vous rappelle la définition du marketing, de donner le produit que le client recherche avec son prix, etc. Et puis de l'autre côté, c'est ce que nous dit Boris Vian quand il parle des êtres humains, si vous voulez. Il dit un être humain, c'est un être vivant qui est membre de l'espèce humaine. Il se différencie des autres espèces par son mode de déplacement bipède, son langage articulé, enfin j'espère que vous avez compris quelques mots de ce que j'ai pu dire, ses mains préhensiles et son intelligence développée et son goût de la contradiction. Et en fait, si vous voulez, notre affaire, elle est complètement dans cette logique, c'est-à-dire que chaque fois que le marketing veut nous enfermer dans une case, on essaye d'en sortir. Malgré les millions, les quelquefois dizaines de millions qui sont investis, parce que l'esprit humain est fait comme ça, qu'il est fait de contradictions, et on le voit très bien, à commencer par Duchamp qui détourne l'urinoir, ensuite des artistes américains qui mettent une bouteille de coca au milieu, etc. Si vous voulez, nous sommes tous des schnappants. Et comme nous sommes tous des schnappants, le marketing a beau essayer de prévoir, nous restons imprévisibles. Et je me demande quelquefois si, et c'est un peu une question que commencent à se poser certaines entreprises, si le marketing est vraiment utile. Merci. Du coup, le marketing, au fond, c'est un peu quelque sorte pour se rassurer, surtout du point de vue des entreprises, puisqu'elles commandent des études marketing, etc., pour être sûr de sortir le bon produit qui va atteindre la demande. Mais du coup, je me demandais, en fait, vu que vous avez évoqué la notion de signe noir de Taleb, à quoi est-ce que ça ressemble ? Quoi est-ce que ça ressemblerait du marketing qui prendrait en compte les signes noirs et le hasard ? Alors en fait, c'est une très bonne question parce que personne ne sait répondre. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de bouquins qui sont publiés sur ce management qui essaye de tout prévoir, y compris l'imprévisible. Et on voit bien quand la Covid arrive, alors on n'est pas dans le marketing, mais quand la Covid arrive, finalement, tout le monde est complètement à côté de la plaque. C'était la conférence d'à côté, là, sur le professeur Raoult, etc. Donc, en fait, personne ne sait prévoir l'imprévisible. D'abord parce que ça coûterait trop cher. D'essayer d'imaginer toutes les hypothèses qui peuvent arriver. Si je reprends, si vous voulez, mon premier exemple sur l'iPhone et l'espace, qui aurait pu, une fois que le marketing dit les gens ne veulent pas rentrer dans une bétaillère, dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour finalement que ça ne soit pas perçu comme une bétaillère. Alors la réponse sont là, c'est de faire un camping-car de luxe, si vous voulez, extraordinaire. Sauf que là, il n'y a plus de clients. C'est-à-dire que tant que vous restez à 20 000 € la voiture, il y a des clients. Mais si vous montez à 50 000 €, il n'y a plus de clients, en tout cas, il n'y a plus beaucoup de clients pour qu'un acteur majeur comme Renault, si vous voulez, puisse en effet s'en emparer. Donc, le marketing est fait pour les grands segments, pour les grandes masses. Et sinon, et pour aller au-delà de votre question, pour la prolonger, sinon, vous avez ce qu'on appelle des marques et des entreprises de niche. Des gens qui s'aperçoivent qu'en effet, il y a un micro-problème à un endroit auquel ne savent pas répondre les grandes marques. Et donc, qui se placent dans cette logique de niche. Et dans cette logique de niche, alors, si cette niche se développe un peu, ces marques et ces entreprises se développent, et à partir de ça, généralement, ce qui se passe, c'est que les grands finissent par les racheter. Quand finalement, cette niche qui était toute petite grandit un peu et que finalement, d'un petit segment de marché, ça devient un vrai segment de marché, elles sont rachetées. Je cite souvent L'Oréal, où il y avait un seul segment qui leur échappait, qui était les altermondialistes,
ceux qui ne voulaient pas de la cosmétique classique, si vous voulez. Et donc, c'était The Body Shop qui représentait ça. Donc, ils ont racheté The Body Shop. Quand The Body Shop a fléchi un peu, ils ont acheté The Body Shop. Ils ont d'ailleurs rien su en faire. Hein, et je crois qu'ils sont en train de le revendre ou ils l'ont revendu. Merci beaucoup, Georges Lévy, pour cette présentation. On peut effectivement l'applaudir. J'ai l'impression que le marketing, c'est un peu la psychothérapie des décideurs. Et qu'en fait, le consommateur, le prescripteur final, est en fait le régulateur de ces fantasmes divers. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant, d'après moi, à voir un peu de ce côté-là, dans lequel il y a beaucoup d'analyse, beaucoup de psychologie. Et on sait que la psychologie est une science. Je l'ai découvert, moi, quand j'ai été sélectionné comme astronaute, où quelqu'un qui ne m'avait jamais vu m'a mis tout nu, m'a rogné jusqu'à l'os. Voilà. Donc, la psychologie qui est utilisée dans le marketing de façon très importante est vraiment une véritable science. Mais heureusement, les chenapans, un peu dans mon genre, remettent les choses d'aplomb. Et heureusement que, si j'ai bien compris la définition que vous en avez donnée, heureusement que le marketing n'arrive pas à être ce qu'il prétend être. Parce qu'autrement, où serait la surprise? Donc en fait, et ça sera ma conclusion, le hasard des chenapans nous sauve du marketing.